tête. Bon, OK. On y va. Tout semble réglé. Dieu merci, ça va mieux. On s'excuse encore pour ces petits bugs-là. Oui. Et Carl Brochu qui est en retard. Bon, ben tout va bien, c'est pas grave. Et voilà, vous avez entendu la magie. On parle de Carl Brochu et il apparaît. Oh! Je suis très heureux. Très heureux. Carl Brochu s'en vient. Alors, je vous demanderai, chers auditeurs de Radio Infocité, qui me voyez en ce moment, on va faire une entrée triomphale à Carl Brochu. On fait une entrée triomphale, mais je suis tout seul. OK? On y va. On y va. 5, 4, vous me voyez là. Une entrée triomphale à Carl Brochu, il s'en vient. Il est là, il franchit ma porte. Alors, Julie, donne-y une bière, s'il te plaît. Merci. On y va? Il est là, live. 5, 4, 3, 2, 1. Et le voici, Carl Brochu, en direct au studio de Montréal-Nord. Je viens de dire bonsoir, Carl. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Il mouille un petit peu. Bon, ben, je suis très content que tu sois là. Ben oui, Julie, tu les amènes toutes en cueillette. On fait pas de dégustation de bière en particulier. Hein? Une à la fois. Prends-toi-en une. T'sais. Choisis celle que tu veux. Ah, c'était ça, la Martin, c'est comme mon nom. Ah oui, c'est ça. Bon. Ben, santé, Martin. Merci d'être venu. Ça me fait toujours plaisir. À Doc. À dire aussi vite que possible. Alors, comme vous pouvez voir, on est revenu à nos belles habitudes d'alcooliques. On boit un tout petit peu. Non, nous autres, on est des solaires. On boit à canette direct, nous autres. Merci, Julie. C'est Julie qui est notre employée, hein, notre serveuse de bière préférée, voyez-vous. Elle ne danse pas aux tables. Sinon, les tables risqueraient de... Enfin, c'est ça. Demander du pourboire. Alors, mon cher Carl, je t'ai fait venir ici, dans le fond, dans le but de jaser, de faire le journal du soir avec toi. Alors, de quoi qu'on va jaser ce soir? Il me semble qu'il y a plusieurs sujets qui méritent notre attention. Absolument. À commencer par la clôture Alizée. Je pense qu'on va l'appeler ainsi. Toute une histoire. La clôture Alizée. Moi, quand j'ai entendu la nouvelle, sans même écouter les médias de masse, j'ai tout de suite pensé au mur à Donald Trump dans le Sud. J'ai dit, Monsieur Lisée a pas sorti ça au hasard ce matin. Puis, est-ce qu'on assiste actuellement à la première épisode identitaire de Jean-François Lisée qui l'a si bien servi à la course à la chefferie? C'est bizarre que tu en parles parce que j'ai eu cette conversation aujourd'hui, sachant que la stratégie de Lisée ne fonctionne pas dans sa formule actuelle. Je me suis dit, il est bon dans l'art de se revirer sur un scène. Alors, est-ce qu'il revient avec la formule identitaire dans le but de nuire à la CAQ qui joue en plein sur le terrain identitaire? Absolument. C'est la ligne qui est sortie ce matin. Puis, si on a suivi le dossier pendant la journée, certains commentateurs à TVA, entre autres, à la Joute, certains commentateurs à la Joute, entre autres, que j'ai pas l'habitude d'écouter souvent, effectivement, ils ont tombé dans le piège. Luc Lavoie, Drainville l'ont tout de suite comparé à Trump. Donc, ça fait une couple de fois qu'on sort ça ici à Radio Infocité, puis un peu ailleurs, qu'on se pose la question, pourquoi Jean-François Lisée se tient à côté de la montée identitaire dans le monde? Il a donné une claque sur la photo, il a pas appuyé Mme Le Pen, puis ça, je peux comprendre ça aussi, parce qu'au Québec, appuyer Marine Le Pen, on serait vu vite comme un extrémiste. Puis à Luc Lavoie cet après-midi, a bien pris soin de mettre le FN encore dans l'extrême droite. Moi, Martin, tu vas me sortir un extrait de Marine Le Pen où elle sort quelque chose de xénophobe ou de raciste. Le problème avec le Front National, ce n'est pas elle. C'est certains de ses militants qui ont parfois un parcours particulier. Elle est victime du passé du FN. Parce que oui, le FN et le Front National est un parti qui est nationaliste de droite, si on peut dire ainsi, mais avec un discours parfois teinté de gauche. Absolument. Et le fait qu'ils remettent en question l'immigration, dès que tu remets en question l'immigration, automatiquement tu te qualifies de droite. C'est comme ça que le monde est fait.
C'est plat. Pardon, excusez-moi. C'est la blonde qui fait la blonde qui fait ça. C'est tellement dommage parce qu'au Québec, on n'a pas cette tradition-là d'avoir un... on n'a jamais eu de discours identitaire. Avant, c'était où tu étais indépendantiste ou tu étais fédéraliste. Ou tu étais nationaliste ou tu étais fédéraliste. Puis ou tu étais nationaliste canadien-français ou nationaliste québécois. On n'a pas de tradition dans nos mœurs culturelles de identitaire. C'est des mots relativement nouveaux dans notre vocabulaire. Puis... je pense qu'il y a une volonté de vouloir nous ramener ça, de nous mettre à l'instar de ce qui se passe. Puis là, maintenant, là, je pense qu'on va juste clarifier la terminologie avant d'embarquer dans le sujet. Okay? Parce qu'il ne faut pas oublier, les grands auditeurs, les auditeurs de Radio Infocité, là, eux se documentent avec nous autres. Mais c'est pas tout le monde qui fait cette recherche-là, de comprendre c'est quoi la différence entre le nationalisme, l'identitaire, c'est quoi. Mais d'abord, le nationalisme, c'est la volonté de vouloir défendre sa patrie, peu importe laquelle, qu'elle soit canadienne, qu'elle soit québécoise, mais tu veux défendre le territoire que tu appartiens, la nation. Alors, tu peux être nationaliste canadien-français, tu défends les Québécois à l'intérieur du Canada. Tu peux être nationaliste québécois, c'est-à-dire que tu défends le peuple québécois dans et devant le Canada. Tu peux être indépendantiste. Normalement, quand tu es indépendantiste, tu es probablement aussi nationaliste. Alors, mais identitaire, c'est relativement nouveau. Ça fait un appel aux origines de l'individu. Alors que quand tu es nationaliste québécois, selon moi, ça a une connotation un peu plus inclusive. René Lévesque est en faveur d'un nationalisme d'inclusion tout le temps. Il disait tout le temps que tous ceux qui veulent être québécois peuvent l'être, peu importe l'origine d'où ils viennent. Alors qu'identitaire, là, on nous le met dans le gorge, et c'est là que je reviens avec le Front National. C'est constamment pour rappeler, là, si tu es identitaire, ça sous-entend que tu es blanc, tu es francophone et que tu es catholique. Et c'est ça que je trouve dangereux, c'est comme nous cloisonner dans une petite niche en particulier. C'est ça qui fait que moi, personnellement, je ne tripe pas beaucoup. J'aime mieux dire que je suis nationaliste québécois et ensuite indépendantiste, ou vice-versa. Mais je veux dire, j'aime beaucoup plus quand l'haïtien peut se sentir haïtien d'origine puis québécois ensuite, identitaire, ça ne marche pas. C'est ça que je remarque dans la différence des terminologies. Fait qu'un haïtien du Québec ne pourra jamais se sentir identitaire. Donc, Legault, lisez, quand ils adoptent un discours identitaire, automatiquement, ça vise les deux souches. C'est ça que j'aime pas personnellement. Parce qu'on a besoin de tout le monde. C'est mon point de vue. Mais je te laisse continuer sur le Front National. J'ai juste fait un petit éclaircissement. Là. Ça se peut que je me trompe aussi. Ça se peut. Non. Puis j'en parlerai pas plus longtemps du Front. C'est juste que souvent, quand je parle avec du monde, puis on me parle de Marine Le Pen, souvent on va me sortir toutes sortes de clichés qui viennent des médias de masse. Puis on voit que la réflexion est pas là. On voit que le message qu'ils ont entendu de Marine Le Pen, tu questionnes la personne... sur Marine Le Pen, tu dis, oui, ok, c'est une raciste, explique-moi où c'est que tu as entendu ça, où tu as vu ça d'elle. Puis les gens n'ont rien à répondre. Par contre, ils vont, en finissant, quand ils n'ont rien à dire, ils vont dire, ouais, mais elle n'a pas un bon ton. Puis la même logique s'applique quand on parle de Donald Trump. Depuis 2-3 ans, il y a toutes sortes de spécialistes de Donald Trump qui nous font son profil psychologique, puis mais on parle rarement de ses politiques. Puis on assiste encore à ça aussi dans les médias de masse. Puis ça, Martin, je me demandais si les journalistes étaient lâches ou étaient malhonnêtes. J'écoute les médias de masse ce matin concernant cette nouvelle-là de la clôture de M. Lisée. Puis tout de suite, j'ai pensé au mur de Donald Trump dans le sud, entre le Mexique et les États-Unis. Puis vite, là, Luc Lavoie, cet après-midi, s'est senti le besoin de faire le lien tout de suite. Donc, à toutes les fois là, que Jean-François Lisée va avancer sur le terrain identitaire, ou le terrain aussi qui inquiète beaucoup la population française du Québec qui voit l'assimilation, entre autres, à Montréal. Il y a une inquiétude qui est de plus en plus croissante, qui n'est pas apaisée par les gouvernements, par les partis actuellement. La CAQ veut pas aller dans ce sujet-là. Tous les politiciens qui ont touché se sont brûlés.
Puis là, va falloir avoir du courage. Est-ce que Jean-François Lisée a ouvert une porte ce matin, étant la dernière chance au Parti québécois? C'est la dernière carte qu'on met de la pression comme nationaliste. On met beaucoup de pression actuellement sur le Parti québécois. On comprend mal ses réactions, les réactions de l'establishment du Parti québécois de ne pas vouloir aller sur le terrain identitaire. On pense que c'est là qu'ils vont marquer des points. Puis je sais que Jean-François Lisée ne devait pas partir le débat trop tôt, 1 an avant les élections. J'ai compris un peu son repli. J'ai pas compris, par contre, la main tendue vers Québec solidaire. Là, il venait de se mettre à dos les nationalistes du reste du Québec pour essayer de gagner la région de Montréal. Mais je comprenais qu'il veuille pas tout de suite embarquer dans le terrain identitaire. Mais là, ce qu'on a vu ce matin me permet de croire que là, enfin, on va avoir le vrai débat qui préoccupe. C'est le débat, suivez tous les réseaux sociaux actuellement, ceux qui, dans les lives, réussissent à montrer très rapidement, qui veulent ça facile, ils ont juste à parler de l'immigration, puis c'est des gens qui peuvent devenir très populaires. Donc, il n'y a aucun mérite à aborder la question au niveau ethnique, mais moi je pense qu'il y a de la place actuellement. Je pense qu'on est en train de prouver de plus en plus depuis le référendum de 95. Puis là, ça devient de plus en plus évident que le Parti libéral, les fédéralistes au Québec ont un plan qui cherche à casser totalement le mouvement indépendantiste au Québec. Et dans cette lutte-là, ce qu'on s'aperçoit, puis qu'est-ce qui nous inquiète énormément, c'est que ils reculent devant rien. Écoute, l'illégalité, on a eu ce matin à 98.5, un dénommé Alec, nous a aussi donné un cours de sémantique sur qu'il fallait jamais dire illégal, des illégaux qui franchissent Roxham, mais qu'il fallait dire des irréguliers. Comme s'il voulait nous prendre pour des cons. Mais lui, c'est un journaliste le matin. Il y a 100 000 personnes qui l'ont écouté, puis qui disent que 98.5, s'ils disent, c'est que c'est vrai. Donc, ce gars-là a quand même passé le message de Québec solidaire encore un matin. Je te dirais qu'il y a plusieurs interprétations. J'ai plus tendance à penser, c'est pas le premier à parler même Martineau a parlé d'immigration irrégulière et non pas illégale. Je pense, là, quelques mois, là, avec ce qui s'est passé au chemin Roxham, là, moi, c'est une bataille de mots que je trouve inutile. Il y a un trou dans la frontière, il y a des gens qui en profitent, mais il y en a plusieurs trous. On dénombre 32 trous, en fait, dans la frontière canadienne, qui est une des plus grandes frontières entre deux pays du monde. Puis pour faire aussi un parallèle avec le mur Alizé, je trouve encore là que c'est une méchante niaiserie, parce que le mur à Trump n'a rien inventé. Avant même que Trump aille au pouvoir, il y a déjà un mur partiellement construit entre le Mexique et les États-Unis. Puis pour te dire, pour avoir visité un État frontalier de la Californie où j'ai vu ce mur-là, je l'ai vu de mes propres yeux, j'étais tellement impressionné. Comment ça qu'il y a un mur qui sépare deux États, pour m'expliquer que les problèmes de drogue sont incroyables, le trafic d'immigrants, des gens qui font traverser des gens du Honduras, ou toute la misère d'Amérique latine vers les États-Unis dans le but de... Parce que c'est un problème. Un immigrant sur 4 a peut-être un passé illégal aux États-Unis, ou en tout cas est peut-être rentré de manière pas correcte. Tu sais, aux États-Unis, ils ont un gros problème d'immigration qu'ils ne contrôlent pas. Fait que, mais je veux dire, le mur à Trump, à l'origine, pardon, juste là, c'est pas la première fois qu'il y a des murs. Je veux dire, la Chine, là, il y a sa muraille de Chine pour se protéger contre des invasions, mon Dieu, Mongols, puis Caroline de Ben, c'était pas pour rien qu'ils l'ont construit, ce mur-là. Même dans Game of Thrones, il y a un mur pour se protéger contre les morts vivants. Hein? Fait que Lisée n'a rien inventé. Et ma blonde qui rigole de cette petite clin d'œil. Bon, mais tout ça pour dire que je trouve que c'est la voix, évidemment, il est habitué au cheap shot facile en essayant de faire la référence à Trump. Tout est bon pour faire une référence à Trump.
C'est tellement malhonnête. Puis on fera pas le procès de Luc Lavoie. Il y a un job à faire, salir le plus possible, et on le laisse faire. Il doit être puissant en tabarnouche à TVA pour qu'on le laisse faire de même, parce que n'importe quel Jeff Fillion de ce monde se fait colisser dehors dans 2 temps, 3 mouvements s'il ose prononcer une parole de ce type-là. Alors moi, je comprends pas comment c'est que ce gars-là est encore là, mais il faudrait poser la question à PKP. Eh oui, PKP qui est un ancien chef du Parti québécois que moi, personnellement, j'aime bien, mais je comprends pas ce qui se passe pareil. Et si jamais je croise PKP, et je compte bien sur certaines personnes pour me le présenter un jour, mais je veux quand même lui poser cette question-là. Pourquoi tu laisses faire Luc Lavoie dire des conneries? Si tu veux défendre ton option, enlève-les de là. Tu sais, c'est pas dur. T'es toi le boss. Je sais bien qu'il y a une grosse structure, mais tu sais, laisse-les pas dire des conneries, envoie-y un mémo, je sais pas, moi, y a-t-il une manière de le coller dehors? Non, il est encore là. Quoi, il est là pour faire l'épouvantail? C'est-tu bon? J'ai pensé que c'était l'épouvantail pour faire peur au monde, il faisait des conneries. Mais bon, on le laisse faire, fait que je comprends plus rien. Moi, l'hypothèse que j'ai entendue par rapport à Luc Lavoie, pourquoi qu'il est encore à TVA, c'est-tu fake news? Je pourrais pas te le dire, mais j'ai trouvé ça un peu logique. Lavoie, il vient du milieu militaire. Les renseignements militaires, les renseignements secrets militaires, lui a fait affaire avec de la haute gomme pour savoir bien des choses. Donc, certains disent qu'il y aurait des informations auprès de PKP puis qu'il tiendrait par les couilles comme ça. Est-ce que c'est une hypothèse vraie? Bref, on comprend mal qu'est-ce que Luc Lavoie fait là à TVA. Mais en même temps, Pierre-Carl Péladeau n'est pas supposé de faire de politique avec son poste de télé. Il a sa licence du CRTC Canada. Ça se peut qu'il y ait les mains liées, mais il y a un détail bien important que les gens qui comprennent le lien entre PKP et Luc Lavoie. Ben d'abord, il faut comprendre que le président du conseil d'administration de Québécois s'appelle Brian Mulroney. Et qui est Brian Mulroney? Ancien premier ministre du Canada. Et quel est le rapport avec Luc Lavoie? Ben, Luc Lavoie vient du milieu des communications. C'est un organisateur conservateur. Alors, si vous faites l'équation, ces gens-là sont chummés. Mais moi, je comprends pas pourquoi PKP a comme parrain un gars comme Brian Mulroney. Si c'est tous des chummés, est-ce qu'il fait... C'est là que ça me ferait chier de le dire, là, mais ça pèterait ma bulle solide. Est-ce que PKP fait semblant d'être souverainiste? Ben moi, je vais t'en péter ta bulle, là. Pierre-Carl Péladeau ne fera jamais la souveraineté. Moi, en tout cas, là, j'étais bien content au début quand il a embarqué dans le mouvement souverainiste. Mais plus j'en découvre sur ce gars-là, il est pas inspirant du tout. Après, à part d'être le fils de Pierre Péladeau, puis d'être à la barre d'une des plus grosses compagnies au Québec... ce gars-là m'a jamais inspiré dans un discours, Martin. Puis je trouve qu'on lui met beaucoup de responsabilités sur le dos. Oui, mais ça, c'est ta perception à toi. Oui. Mais interroge la grande majorité des gens. PKP, il dégage l'image de l'homme. On lui attribue... On essaie... Évidemment, on cherche le Messie, là. On cherche... Un homme d'affaires puissant au-dessus de son affaire qui est capable de vouloir faire un pays. Il y a quasiment... Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est quasiment messianique. C'est quasiment... c'est un symbole. Hey, on en a des entrepreneurs qui sont de notre bord. Ben oui. On aime mieux les avoir de notre bord que contre nous autres. Oui, le complexe des nationalistes versus le monde des affaires. Je l'ai vécu à Québec. Moi, ils ont toujours cru que mon père était libéral parce que c'était un homme d'affaires. Quand je me suis présenté au Bloc québécois, il était certain que j'étais un transfuge du Parti libéral. Donc, moi, je peux te dire que Pierre-Carl Péladeau ne sera pas notre sauveur. Tassez-vous ça dans la tête tout de suite ce soir, là. Parce que, à part d'être né à la bonne place... Pierre-Carl Péladeau sauvera pas le mouvement souverainiste. Ça commence par une fierté que moi j'ai parlé là aujourd'hui au monde scolaire, à des professeurs d'école. Puis on a parlé justement du sujet de Roxham puis les immigrants qui arrivent actuellement de façon irrégulière. Ces gens-là, c'est des gens là, qui enseignent à nos jeunes à tous les jours. Dans un débat, ils m'ont dit, elle et il, qu'on passerait du français à l'anglais. Pour eux autres, il n'y aurait pas de différence.
Puis l'autre chose, ben écoute, eux autres, là, des gens très peu politisés aussi. Il y a combien de professeurs à l'école qui connaissent leur histoire, à part les profs d'histoire à l'école? Combien de profs qui enseignent à nos jeunes sont fiers d'être ce qu'ils sont, qui vont nous le montrer à travers leur enseignement? Je vais te dire, moi, je suis en secondaire 4, là, je faisais écouter de la musique québécoise à mes étudiants. Puis je vais te donner un exemple. C'est-tu normal qu'un enfant en secondaire 4 ait jamais écouté du Jacques Brel, pour un francophone, là, du Jacques Brel, du Félix Leclerc? Tu leur fais passer du Félix Leclerc, ils savent pas c'est qui. Je t'ai étudié Raymond Lévesque. Raymond Lévesque peut-être un peu plus quand tu fais écouter Quand les hommes vivront d'amour. Ouais, ils vont te le dire. Ils ont tout entendu. Mais mais Raymond Lévesque n'est pas un jeune en secondaire 4. On irait dans une polyvalente, toi puis moi, demain, puis on parlerait là, des 5 principaux chanteurs du monde francophone, femmes et hommes confondus. Puis je dois te dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui te sortiraient. Ils connaissent peut-être Charles Lebois parce qu'on a entendu le nom quelque part, mais d'après tout, c'est vrai qu'on a... On a un manque de fierté totale. Puis avant de penser de faire venir Pierre-Carl Péladeau, on devrait commencer par penser à l'éducation de nos jeunes. Mais ça, je pense qu'on pourrait faire un bon débat là-dessus que Pierre Schneider, qui semble bien connaître son ancien patron. Il collabore de temps en temps à Radio Infocité. Je pense que là-dessus, on aurait peut-être une source de débat, je pense. Absolument. On compte PKP, évidemment. Je suis pas contre PKP, mais il vous sauvera pas. Il vous sauvera pas. C'est pas juste un homme qui va nous sauver. J'ai été travailler, Martin, 2 jours, là, c'est à Côte-Sainte-Catherine à Montréal. Puis j'ai vu le Québec multiculturel. J'ai pas entendu un mot français. Puis quand j'ai parlé avec un monsieur du Bangladesh, au début, il m'a abordé en anglais. Moi, j'ai ma phrase magique. Je leur dis tout le temps, je viens de Québec, je parle pas anglais, même si je le comprends, puis je peux leur en parler un peu. Le monsieur, il s'est même parlé en français. Puis, pendant que je parlais avec lui en français, il a croisé une autre personne. Il lui a demandé c'était quoi, qu'est-ce que je faisais sur sa maison. Puis, elle lui a parlé en anglais, la madame. Puis quand elle m'a parlé à moi, elle s'est même parlé en français parce qu'elle a vu que je parlais pas anglais. Bref, ce gars-là du Bangladesh, là, il est pas amené à parler le français. Tout le monde, il parlait en anglais, Martin. Donc, nos arrivants, là, on peut reprocher à bien du monde qui se francise pas, mais c'est à nous autres aussi de leur montrer qu'on est fiers. Moi, en tout cas, le gars du Bangladesh, encore une fois, matin, il a goûté. Il a eu le droit à un cours d'histoire. Puis sais-tu qu'est-ce que je lui ai dit? J'ai pris la méthode Nantel, j'y étais encore par la morale. Puis lui, il venait du Bangladesh. Donc, Gandhi, il le connaissait. Puis moi, je lui ai dit que nous autres, au Québec, les Canadiens français, puis aujourd'hui les Québécois, qu'on avait été conquis depuis 258 ans. Puis j'ai dit, en 1837-38, j'ai dit, il y a des hommes et des femmes, puis il y avait des Anglais aussi à travers ça, qui ont voulu mettre le roi de britannique dehors. Puis ça a fini qu'ils les ont tous pendus, les leaders, ou ils les ont exilés. Puis là, j'y ai donné la référence. J'ai dit, c'est comme si le mouvement de Gandhi s'était terminé par la pendaison de Gandhi, puis c'est proche de lui. Donc, il a compris quand même assez vite qu'on n'était pas un peuple libéré, mais il a compris. Puis j'ai vu dans l'expression de son visage que c'est la première fois qu'il entendait parler de notre histoire. Donc l'autre affaire que j'ai découvert, c'est que moi là, on était 6,5 millions en 95. Oui, vas-y. Excuse. Non, tu défonces un peu les tintins. Excuse. Un demi-teinte quand tu parles. OK, excuse. Des tintins avec du tonus. Hein? Excusez-moi. Non, il n'y a pas de problème. Mais l'autre affaire que j'ai constatée sur la Côte-Sainte-Catherine aussi, c'est que par rapport à ce petit cours d'histoire-là que je lui ai donné, on constate aussi à travers les messages qu'on entend des immigrants, soit grecs et italiens, que je connaissais pas avant de venir vivre à Montréal, que ces gens-là ont une version anglaise de l'histoire. Puis ils ne partagent pas l'idée qu'on mériterait une place en Amérique. Donc 30% de francophones aussi qui croient ça, qu'on a été conquis, puis qu'on devrait prendre notre trou, puis qu'on devrait s'assimiler tranquillement, sans dire un mot.
Puis ça, là, je le vois de plus en plus. Je le vois dans le monde scolaire. Les professeurs d'école qui, un matin, m'ont dit que ça leur dérangeait pas que demain matin, on passe du français à l'anglais, que ça serait moins de trouble pour se commander une bière en Floride une fois par année. Moi, c'est un manque de fierté, puis je le reproche pas au peuple québécois, parce que on nous a amené à l'oublier, notre fierté. Puis, à un moment donné, on la demande plus. Non, je suis tout à fait d'accord. Il y a tout un débat qu'on peut faire sur cette question-là. Moi, je trouve qu'il y a effectivement... on n'arrêtera pas d'en parler que le français décline, mais c'est toutes les solutions. Qu'est-ce qu'on fait pour refranciser? Est-ce qu'on attend de mourir à petit feu comme c'est le cas en ce moment? Est-ce qu'on reste impuissant ou on trouve de prendre les moyens? Je pense que la Société Jean-Baptiste a adopté un plan de match. Elle donne des cours de français aux immigrants, des cours de conversation aux immigrants de Jean-Marie Cossette. C'est un très bon point. Je trouve que ça devrait être multiplié. Je pense qu'il faut faire de la pression pour que notre gouvernement provincial et fédéral ait les sous pour franciser les immigrants davantage. C'est la clé de notre survie culturelle là en ce moment. Sachant qu'on peut pas... On va se dire des vraies affaires, on fait plus même de bébés, nous autres les Québécois. Puis cette tendance-là semble pas à veille de se renverser. Puis... T'as combien d'enfants, Carl? 3. Bon, toi, t'as fait ta part. 3 gars. Moi, j'ai presque fait ma part. J'ai 2 enfants. J'en ai presque. Normalement, le taux de renouvellement de la population idéale, c'est 2,1. On est à 1,6. Là, ça veut dire qu'il y a du monde qui ne font pas leur job, là. Il y a du monde qui dorment au gaz, là. Si l'immigration rentre, en bonne partie, c'est parce qu'on nous donne comme raison qu'il faut combler le vide démographique. Les vieux qui meurent, il faut remplacer parce que ça prend des périodes de taxes. Bon, eux autres n'acceptent pas le fait que la population peut décliner, qu'il y ait une démographie qui décline. Ils n'acceptent pas ça. Eux autres voyaient un scénario catastrophique pour les finances publiques. Ils pensaient qu'il y a l'argent, mais qu'on fait venir n'importe qui, n'importe comment. On oublie d'accorder des ressources pour bien les intégrer. Puis même quand tu accordes des ressources pour les intégrer, il faut que tu leur donnes un job, il faut que tu les fasses travailler. Mais la base, c'est la langue. Puis ça, il y a comme un oubli volontaire total là-dedans. Puis on n'embarque pas dans la politique. Il ne faut pas embarquer dans la politique. Il faut juste dire c'est la survie de notre culture précaire qui en dépend. Alors les initiatives comme la Société d'Investissement, Club de conversation ou Mario Beaulieu et 101 victoires pour le français, qui incitent les gens à faire leur part pour exiger plus de français dans les commerces, dans l'affichage, ainsi de suite. C'est des bonnes initiatives, mais encore là, c'est que des minorités. Moi, il faudrait que ça soit multiplié par 10, par 15. Il faudrait qu'il y ait des groupes de citoyens qui s'injugent contre le fait qu'il y ait encore des raisons sociales qui arrivent à Montréal et qui sont encore uniquement en français. Faire une histoire courte, là. Quand il est arrivé, Bureau en gros, quand il est arrivé à Montréal, écoute-la bien celle-là, tu vas voir, c'est extrêmement intéressant. C'est Guy Boutier, ancien président de la Société Investisse, qui est venu me voir. Bureau en gros, dans le Canada anglais, ça s'appelle Staple. Alors, quand ils ont voulu s'établir au Québec, il y a 20 ans, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été rencontrer le président de la Société Investisse. Ils ont dit, nous, on a l'intention de s'établir au Québec, mais on veut respecter les lois. Alors, on a l'intention de franciser notre raison sociale, Staple, parce que ça n'existait pas. Et c'est comme ça qu'ils ont décidé de l'appeler Bureau en gros, pour respecter le caractère francophone de Montréal. Mais c'est l'exception, ils ne sont pas tous de même. Mais je pense qu'il faut l'exiger. Les Second Cup, là, Coffee Second Cup, ça s'appelait de même avant. Mais à force de faire des pressions, c'est devenu les cafés Second Cup. D'accord, c'est pour les cafés seconde tasse. OK, accordons-nous une demi-victoire. Mais ça prend des initiatives comme ça. Je veux dire, là-dessus, il y a des gens qui font un travail, il faut encourager cette convergence. C'est par le nombre qu'on peut faire changer les commerces pour les franciser davantage. C'est des petites victoires, mais c'est des grains de sel qui font une grosse différence. Mais surtout, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Moi, j'ai tendance à penser que c'est l'effet du nombre qui fait que ça prend tellement pas d'effort. Tu décroches ton téléphone, tu appelles faire une plainte, ça prend quoi? 2 minutes? Et voilà, ta plainte est faite. C'est-à-dire, t'es pas content. Moi, j'ai été très frustré de m'amener à la STM. Je trouvais ça très, très, très cave que m'amener j'aille pour... parce que je suis un usager du transport en commun, je suis trop... j'ai pas l'auto j'ai pas l'auto pour l'instant, mais m'amener, je trouvais ça plate que la STM affiche un service bilingue. Pourquoi bilingue? Montréal est francophone.
Pourquoi d'abord il faudrait que ça soit bilingue? Tu sais, c'est français, mais quand la personne te parle en anglais, tu lui réponds en français. Puis s'il n'y a pas moyen de te comprendre, c'est là que tu répliques en anglais parce que tu n'as pas le choix, il faut que tu communiques avec. Tu veux dire? Puis j'ai trouvé ça plate, mais eux me disent que les consignes viennent d'en haut, puis qu'ils ne peuvent pas rien changer. Fait que la STM est bilingue. L'affichage dans les transports en commun de Montréal, c'est bilingue. Les ordres viennent d'en haut. Ils m'ont dit qu'ils essaient de mettre un peu plus de surreprésentation d'affichage en français, mais c'est de la bullshit. On se promène et on le voit bien que c'est bilingue. Fait qu'il y a des fonctionnaires là-dedans qui volontairement ignorent. Mais il faut l'exiger, il faut s'indigner, il faut écrire, envoyer des courriels. Ça coûte rien envoyer un courriel, envoyer une lettre, faire des appels. C'est l'effet de masse qui fait qu'on va pouvoir faire changer ça. Puis surtout, il faut des petites victoires. On ne renversera pas une tendance, malheureusement. Oui. On est poigné. Mais aussi faire comprendre à l'immigration qui arrive au Québec. Leur faire comprendre. Là, puis ça y va un par un. Excuse-moi, t'es pas dans un pays, t'es dans un pays officiellement bilingue, mais t'es dans une province francophone. Puis notre précarité tient à un fil. Fait que ce que tu fais dans le rapport que tu entretiens avec notre langue est vital pour nous. C'est peut-être juste toi, mais l'autre, l'effet du nombre fait en sorte que ça finit par se rejoindre. C'est pas normal que les Haïtiens, dont la langue natale est le français, se parlent entre eux en anglais. Christophe Colomb. Leur langue dans leur pays, c'est le créole et le français. Ils arrivent ici, ça parle en anglais. Non, ça se peut pas. Il y a quelque chose qui marche pas. Parce qu'on leur dit que c'est pas grave. On les banalise, on les force. Enfin. Martin, je pense que là-dedans, là, une des seules armes qui nous reste, c'est de créer un malaise. Par le biais de la morale que M. Nantel m'a dans l'argumentaire qu'on doit offrir aux gens qui sont pas convaincus comme nous autres, je crois qu'on peut commencer à créer un malaise. Je pense que ça devient de plus en plus évident qu'on veut nous tasser, puis que l'assimilation est rendue un fait. Et moi, j'ai écrit dans un de mes posts ce matin sur Facebook, bienvenue en Akébessie. On est à veille on ressemble de plus en plus à l'Acadie. Nos jeunes n'écoutent plus la musique québécoise. Ça, puis encore une fois, la seule lueur qu'on a au niveau de la musique, que je remarque, on en avait parlé avec Daniel Saint-Hilaire dans une des émissions de sport, c'est le rap. Le rap est encore... Les jeunes écoutent beaucoup le rap français. Moi, je suis en train de monter un petit studio là sur la Rive-Sud. Puis, je travaille avec des jeunes là, qui font de la musique. Puis, je veux les encourager. Je veux les amener à être un peu plus politiques dans leurs textes qu'ils font dans leurs chansons. Puis, à être un peu plus historiques aussi. Puis, donc, dans la musique française... moi, écoutez, Martin, moi, là, j'ai été élevé à Québec. Puis, je me rappelle des premiers disques que j'ai achetés, c'est Bryan Adams puis U2. Puis, quand est-ce que je me suis mis à... C'est quand j'ai commencé à me politiser un peu plus, puis je me suis intéressé à l'histoire. Puis là, je me rappelle au cégep, un de mes premiers trips de musique française, ça a été Harmonium. Ouais. Moi, j'ai adoré Harmonium. Quand j'étudiais, souvent, je mettais du Harmonium. Puis par la suite là j'ai découvert Brel. Puis là Brel là j'ai collé dessus très longtemps. Félix Leclerc aussi je l'aime, mais moi je suis puis un de ceux que j'ai aimé d'un dernier actuellement puis que son son à lui, c'est Pierre Lapointe. D'après moi, il n'y a pas beaucoup d'hommes au Québec qui aiment Pierre Lapointe. Moi, je suis quelqu'un qui a été très touché par la poésie de Pierre Lapointe. Puis pourquoi c'est ça qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui l'aiment? Parce qu'il y a bien des gens qui l'aiment, mais qui ne l'affichent pas nécessairement. Parce qu'on ne se cacherait pas. Pierre Lapointe a un style, il est marginal dans son genre à lui. Mais on s'entend que c'est pas un exemple de vérité. Fait que c'est pas comme un Kevin Parent qui va chanter avec une langue un peu plus... Éric Lapointe. Éric Lapointe, que quand tu écoutes du Éric Lapointe, tu fais tough. Tu fais je bois de la bière, j'aime les femmes, puis ouais, je m'enroule un gros joint. Alors que Pierre Lapointe, c'est davantage, c'est de la poésie pure. Puis sa musique. Wow. Puis sa voix, là, on pourrait dire, il réussit avec sa voix aussi à la rendre attachante. C'est pas évident. Très clairement, qu'il soit gay, on s'en
calisse. Ah, je m'en fous On totalement. s'en calisse. Il y en a bien des chanteurs dans l'histoire du Québec qui se sont fait passer pour hétéros, qui ont gagné leur vie comme chanteurs de chambre hétéros. On ne dira pas qui, là, mais disons que, tu sais, la dame en bleu, hein? Non, mais tu sais, puis il y en a bien. Mais on s'en sac, on est dépassé de ce stade-là. Affiche-toi comme côté, point final, d'artiste. Ce qui compte, c'est ton talent. On s'en sac comment tu joues avec la langue parce que ça contribue à la rendre vivante. Je suis d'accord avec toi que, effectivement, Pierre Lapointe, qui n'est pas un de mes artistes favoris, mais je suis capable d'être honnête. Moi, j'aime bien personnellement Ariane Moffat. Ah, j'adore Ariane, moi aussi. Même si elle est lesbienne qu'elle a adoptée, mais calisse, encore là, t'es pas obligé d'être fif, faire de la musique. T'es bonne, c'est tout. Bon, ce que tu fais chez vous, ça te regarde, that's it. Bon, mais... Afficher aussi souverainiste, était pas obligé de le faire. Il n'y a plus un artiste au monde, au Québec qui est obligé de se mettre l'étiquette de souverainiste. Puis elle l'a assumé dans les dernières années. Puis là-dessus aussi, je lui lève mon chapeau sur le courage qu'elle a. C'est Ariane Moffat, je l'adore aussi. Puis moi, mon dernier, là, c'est avec Radio Infocité que François me l'a fait découvrir. Puis là, de ce temps-ci, mes enfants se lèvent à tous les matins avec Histoire de mensonge de Fred Pellerin. Je tripe sur cette chanson-là. Puis il y a Daniel Boucher aussi, à 3 minutes 45 de sa chanson lors de la Saint-Jean-Baptiste de 2014, où il nous livre un message sur l'indépendance qui n'est pas dépassé, à 3 minutes 45. Daniel Boucher, là, sa carrière est pratiquement, à moins d'un virement inattendu, Daniel Boucher, pour moi, c'est plate à dire, là, mais il n'y a plus d'étiquette de disque qui veut de lui, il a un trop mauvais caractère, il est rendu très autonome, sa propre maison de disque, et ainsi de suite. Je trouve ça bien plate, il a du talent, mais le problème c'est qu'il n'y a plus assez de maisons de disques pour s'occuper de nos artistes parce que ça se vend plus des disques. Fait que il y a un retour aux auteurs, compositeurs, interprètes qui n'ont pas le choix de vendre leurs trucs tout seul, si on peut dire, ou avoir sa propre maison de disques. Ça limite, je trouve ça. On va faire une émission spéciale. Ça s'en vient, là, je travaille sur quelque chose. On va en parler de la culture québécoise. Puis qu'est-ce qui fait que des bons talents sont malheureusement obligés de tout faire finalement pour essayer de faire connaître leur culture. Je sais pas si tu connais Mario Benjamin. Non? Mario Benjamin, lui, c'était un chanteur connu des années 80. Il était avec une maison de disques et maintenant c'est rendu un phénomène du web. Je ne sais pas si tu savais c'est qui Mario Benjamin, non. Mais lui a eu un pouvoir d'influence sur, par exemple, Marie-Chantal Toupin qui a réinterprété une de ses chansons. Elle a réinterprété Je danse, attends une minute, je roule toujours au son du rock'n'roll. Si tu veux, je peux te le faire découvrir. Mario Benjamin, c'est un phénomène du web. Quand je dis c'est un phénomène du web, c'est que ce gars-là, il s'est dit, OK, on vend plus de disques comme avant, parfait, je vais m'autoproduire, mais par contre, je vais rajouter de la valeur ajoutée, je vais être un personnage virtuel, je vais faire des vidéoclips parce que ce gars-là était vidéaste. C'est très, très, très visuel. C'est du gros rock québécois, il réinvente rien. Mais le problème, c'est qu'il réussit à gagner sa vie comme ça. Parce que ça marche. Il fonctionne avec les clips sur YouTube. Tu sais, quand tu as 35 000 vues sur YouTube, ben, tu as peut-être une chance d'avoir des petits ristournes. Si tu vends des tunes sur YouTube, tu as une manière d'avoir des ristournes. Il y a aussi des spectacles. Alors, à défaut d'avoir une visibilité, à défaut de jouer dans toutes les stations de radio, à défaut de... Il va chercher des spectacles. Il y a des gens qui aiment ce créneau-là. Alors, il a comme développé sa propre manière, son propre marketing. C'est pas mal bon. Alors, je pense que, chers auditeurs de Radio Infocité, on va vous faire entendre du Mario Benjamin. Oh oui, je veux te faire connaître ça. Je pense que tu vas aimer ça, Mario Benjamin. Oui, puis si je peux avoir une demande spéciale, Martin, moi j'aimerais entendre La famille de Raymond Lévesque. Oh, ça, c'est une chanson très d'actualité qui nous parle de la visite d'un mononcle riche dans la famille. Ça a déjà été interprété par Dominique Michel aussi, mais j'aime mieux la version de Raymond Lévesque. La famille ici. Puis j'aimerais ça qu'on s'en jase par la suite, les paroles. J'adore les paroles de cette chanson-là. On va essayer de la trouver. On va essayer de faire au moins... Oui. Au moins, il faut que je te fasse connaître. Ah oui, Benjamin, là, absolument. Mario Benjamin. Raymond Lévesque, tout le monde le connaît. Ouais, fait que on fait une petite pause musicale volontaire. On va aller en pause. Vous allez entendre du Mario Benjamin. Je roule au son du rock'n'roll. Moi, personnellement, c'est mon coup de cœur. Quand j'ai redécouvert cet artiste-là, j'ai trippé. Puis quand j'ai la proximité avec l'artiste même, le fait qu'on puisse y parler, parce qu'il te répond. Hein, tu vas sur Facebook, il te répond. Puis, tu sais, il se le cache pas. Là, il vend pas des millions de copies. Mais par contre, à défaut d'être une grosse vedette, il est influent.
Alors, je roule au son du rock'n'roll à Radio Infocité. Ça commence comme suit. Aïe, c'est parti. Reprendre ton succès de 1995, je roule au son du rock'n'roll avec une toute nouvelle version. C'est-tu vrai, ces rumeurs-là? Ben voyons donc, t'as entendu parler de ça? On a entendu parler de ça dans les lignes ouvertes cette semaine. Ah oui? Écoute, j'avais pas pensé à ça, mais ça pourrait être une maudite bonne idée, cette histoire-là. Hein? Écoute, laissez-moi y penser, puis je vous reviens avec ça. C'est beau, les gars? En primeur, peut-être sur vos petits écrans prochainement, un tout nouveau clip de Mario Benjamin. Je roule au son du rock'n'roll version 2011. Ouais, depuis 95, tu dors là. Tu mérites bien ça. Ça prend toujours du temps. Mais quand il part, moi je vous dis qu'il y en a dedans. La boucane loin qui frise par en arrière. Le monde me dit qu'il pollue l'atmosphère. Il roule pas plus que 50 000 à l'heure. J'ai bien solide, pas besoin d'avoir peur. La carrosserie est 2 fois plus épaisse que le nouveau modèle de Mercedes. Je roule toujours au son du rock'n'roll. J'ai un basse où y'en a qui trouvent ça drôle. Vous remarquez que c'est pas une Cadillac, c'est un vieux pas 1954. Hey, let's go, Johnny! Yeah! Saxophone! Come on! Yeah! Bon, baby! Ow! Je roule toujours au son du rock'n'roll. J'ai un basse où y'en a qui trouvent ça drôle. Vous remarquerez que c'est pas une Cadillac, c'est un vieux Ford 1954. Je roule toujours au son du rock'n'roll. Rock, rock'n'roll, rock'n'roll, rock. Rock'n'roll, rock'n'roll, rock. C'est un vieux Ford 1954. Je roule toujours au son du rock'n'roll. J'ai un basse où y'en a qui trouvent ça drôle. Vous remarquerez que c'est pas une Cadillac, c'est un vieux Ford 1954. Je roule toujours au son du rock'n'roll. Je roule toujours au son du rock'n'roll. J'ai un basse où y'en a qui trouvent ça drôle. Vous remarquerez que c'est pas une Cadillac,
Rock and roll, rock, rock and roll, rock and roll, rock, rock and roll, rock and roll, rock. C'est toujours le son du rock and roll. Du rock and roll, rock, rock and roll, rock and roll, rock, rock and roll, rock and roll, rock. C'est toujours le son du rock and roll. C'est juste un rêve. Rock and roll, rock, rock and roll, rock and roll, rock, rock and roll, rock and roll, rock. C'est toujours le son du rock and roll. Du rock and roll, rock, Rock and roll. rock and roll, Aimez-vous ça du Mario Benjamin? rock and roll, rock and roll. Essaye de préparer l'album, Mario Benjamin. Un phénomène sur Internet. Alors, pis, as-tu aimé Mario Benjamin? Oui, oui, puis il faut encourager ce genre de musique-là. Je pense que je te donnais l'image aussi de celui qui est mort d'un accident d'hélicoptère, là. Encore le nom. C'est un des rares francophones qu'on entend dans les chambres de hockey. Ce gars-là, que je me rappelle pas. Sûrement que quelqu'un là, sur le net va t'envoyer le nom. Auditeur de Radio Fousté, celui qui est mort d'un accident d'hélicoptère il y a 2 ans. C'était quoi déjà son nom, là? Je sais, je l'ai entendu. Oui. Puis Aidez-nous, auditeurs de Radio Fousté. Là. un des rares francophones qu'on met dans des radios comme Choix FM à Québec. Donc, c'est des styles comme ça, le rap, je pense que c'est un peu ça là, qui peut faire renaître la musique française parce que ça va être une musique originale, un peu comme les colocs nous ont sorti dans les années 90. Les colocs, effectivement, mais les locolocasts. Les locolocasts ont contribué beaucoup oui. Au retour du rap avec une grande poésie. Biz. Hey. C'est un poète extraordinaire, ce gars-là. Un des shows les plus rassurants que j'ai vu dans mon nationalisme, c'est v'là 2 ans, j'ai été voir les Locolocasts à Place des Spectacles à Montréal. Environ, je sais pas combien qu'il y avait de monde dans cette place-là, c'était plein. Des gens qui sautaient puis qui chantaient en français avec leur drapeau du Québec. Des jeunes de 17 à de tous les couleurs, de toutes les races. C'était très beau à voir. Puis ça m'a rassuré aussi. Il y a des moments encore qui sont rassurants, mais je dois te dire que le Parti libéral puis les fédéralistes en ce moment font tellement une belle job qu'ils sont en train de nous faire disparaître. Puis ils ont l'air à trouver ça drôle. Ils ont l'air à vouloir gagner la prochaine élection au prix de la culture de leur peuple. Pis ça, je peux pas endurer ça, je peux pas. C'est comme Bradette disait, ça me pogne au cœur. C'est difficile, là, puis de constater comment les fédéralistes devraient avoir un peu plus de compassion pour leurs semblables. Moi, j'ai beaucoup de misère à comprendre depuis 95 qu'est-ce qui a convaincu Monsieur Legault de devenir un fier Canadien. Si le monde me dit qu'il est nationaliste, ce gars-là. Et on vient de me dire c'est quoi le nom de la personne qu'on cherchait. Oui. Bob Bissonnette. Bob Bissonnette, effectivement. Bissonnette. Oui. Donc, je peux difficilement comprendre la logique de quelqu'un qui se dit maintenant fier d'être Canadien. Lui qui dit qu'il est économiste, un système fédéral qui est endetté d'au-dessus de 600 milliards de dollars. Puis le système provincial qui est dans le système fédéral, qui est dépendant souvent du système fédéral, notre provincial qui est endetté de 200 milliards. Bref, moi, Legault, c'est non. Puis, je peux te dire que ce que Lisée a parlé à matin, ben là, il commence à vouloir me faire prendre pour lui un peu. Il faut qu'on règle Roxham.
Il faut, moi là, je ne peux, ça aussi là, on entend-tu parler encore du déficit? C'est un autre post que j'ai fait un matin. J'ai dit, hey, le lucide, Lucien Bouchard, peux-tu nous parler de la noyade de ton peuple actuellement au lieu juste de faire de l'argent avec tes petits amis, puis c'est quoi j'y ai dit aussi, puis de nous faire la morale? Tu pourrais-tu aussi nous parler de ça? De comment on est en train de se débarrasser de ton peuple? Celui que t'aimais tant en 95. Voyons, Lucien Bouchard, si tu voulais faire la souveraineté en 95, c'est quoi qui aujourd'hui là te dit que tu dois rester assis sur tes deux mains? Moi, un grand leader comme ça, tu veux crever de cette façon-là? Lucien Bouchard doit se réveiller, puis c'est un grand guide pour sa population, puis il refuse actuellement de voir la réalité, puis il nous parle d'être lucide. Hey Lucien, si t'es lucide, il faut absolument que tu sortes nous aider. Comment ça qu'on ne demande pas la morale, là, monsieur Bouchard? Oui, la morale. Votre morale, là, moi, comme nationaliste, vous me décevez énormément actuellement. Je vous ai tellement aimé dans les années 95. De toute façon, il n'y a plus à plaire, il n'est plus au pouvoir. Puis, même s'il n'est pas au pouvoir, il y a un ascendant sur le peuple. Excuse, il y a un ascendant sur le... Excuse. Est-ce qu'il est enflammé? Ça me met en flamme. Excuse, moi, je peux... Il y en a une qui le fait. Non, encore, je suis un buveur très lent de bière. D'accord, pas de problème. Donc, c'est ça. J'étais un peu déçu de Lucien Bouchard, Martin. Comment je pourrais te dire, ce gars-là sortirait demain matin, puis il dirait, hey, le fédéral, je vous vois aller. Hey, Couillard, on te voit aller. Non, il préfère avoir des contrats de lobbyisme puis de faire fructifier son titre qu'on lui a donné, nous, les nationalistes. Son auréole. C'est nous qui a donné ce titre-là de premier ministre. Hier, il y avait une personne qui est venue à Radio Info, c'était Sylvain Gay. Il me fait allumer ça. Tu sais, des fois, les rencontres sont enrichissantes. Il m'a fait remarquer quelque chose de particulier. Gilles Duceppe et Lucien Bouchard ont quelque chose en commun. Pourquoi tu penses que c'est pas le fruit d'un hasard? Là, c'est plus François Saint-Louis qui pourrait nous en parler là-dessus parce qu'il était avec eux autres quand c'était le temps. Mais disons que, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Lucien Bouchard, c'est un négociateur du côté patronal, alors que Gilles Duceppe était un négociateur du côté syndical. C'est peut-être comme ça que la connexion s'est faite. Ça, ce bout-là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre les deux individus entre 90 et 92. Je ne sais pas comment ils se sont connus avant. Comment ils se sont retrouvés. C'est un mystère, mais Sylvain Gay, hier, il m'a comme fait comprendre ce petit là. Il dit, hey, c'est peut-être comme ça qu'ils se sont connus. Que l'un est devenu le bras droit de l'autre, à force de travailler ensemble, de négocier, ils ont fini par devenir chumé, puis ça a contribué à la naissance du Bloc québécois. Pensez-y un peu à la maison. C'est pas bête, c'est pas bête pantoute. Mais enfin, c'était un petit point. Puis aussi, un autre détail, Duceppe, puis ça, j'en reviens encore à l'émission d'hier, mais je pense qu'hier elle était très bonne, elle était très instructive sur ce point-là. Duceppe, là, qu'on parle de Duceppe, là. On parle de Lucien Bouchard. Lucien Bouchard, il affiche l'image d'un homme austère. Non, bon, c'est bon, il est un mieux conservateur. Duceppe, un gars centre-gauche, de gauche, vient du milieu syndical, et ainsi de suite. Mais comment c'est qu'il a été à si bon temps que ça? Juste en disant, il m'a fait allumer un autre truc. Gilles Duceppe, son père, qui était son père? Ouais. Et Jean Duceppe était un comédien. Donc, on sous-entend que si Duceppe, fils, était bon, c'est parce qu'il aura des notions de comédie. Donc, c'est ce qui contribuait à rendre ce politicien si bon. Alors que Lucien Bouchard, il était juste populaire, c'est tout. Il était populaire parce qu'il était l'homme de la situation entre 90-95. Mais c'est tout. Après, quand il a débarqué de son rôle de politicien, c'est comme ça que ça... Tu comprends-tu ce que le personnage est tombé? C'est une équation que j'ai fait que là, on a vu le vrai visage d'un individu austère, sévère, un négociateur farouche, un homme pas de cœur finalement. Puis quand il a fait
son coming out pour s'afficher lucide, comme quoi il est en faveur. Les Québécois, vous travaillez pas assez, c'est pas assez compétitif. Hey. Le gros crise de discours de droite qu'on n'a quasiment pas besoin en ce moment d'entendre avec la morale. Tout le temps, il donne l'air d'un curé. C'est plate à dire. Lucien Bouchard, moi aussi, je l'ai aimé quand c'était le temps, mais il donne l'air d'un curé. Puis je pense que les curés, on s'en est débarrassé. On n'a pas besoin de curé pour nous dire quoi faire, comment penser, comment gérer notre État. Ce qu'on veut, si Lucien Bouchard veut être utile, c'est qu'il lâche un peu sa job de négociateur, là, un peu, là, puis de se faire payer par l'argent du gouvernement là, pour faire sa job, là, puis qu'il attaque à la place là où on aurait vraiment besoin de lui, c'est-à-dire le rôle du Bloc québécois, c'était de chialer contre les niaiseries d'Ottawa, la péréquation, entre autres. Il n'y en a pas besoin d'argent, mais non, il est prisonnier de ses engagements et surtout de son cercle d'amis. Parce que Lucien Bouchard, je l'ai dit tantôt, là, il fait partie du conseil d'administration de Québécois, avec son ami Brian Mulroney. C'est bizarre, ces chummies-là. Moi, puis Pécopé qui est là pas loin. Je trouve ça plate. C'est du monde qui me déçoivent. Ça, c'est le langage des affaires. Ça me déçoit, ça me dépasse. Puis j'ai pas d'explication là-dessus. Pas assez. J'aurais tellement tendance à penser que c'est Québécois est un endroit neutre où fédéralistes et souverainistes se côtoient pour le bien du Québec, l'avenir du Québec. Mais sacrifice que ça regarde pas bien. Tu sais, je reviens à ça, mais ça revient quand même à ça pareil. Brian Mulroney, il a peut-être été un politicien habile dans une certaine époque qui défendait le Québec dans le Canada, qui a eu ce courage-là, mais une fois que sa carrière politique est tombée, il est redevenu le fédéraliste, le droite qu'il était, alors qu'avant il était beaucoup plus modéré. Lucien Bouchard, c'est pareil. Quelle déception! Parce que, puis on va lâcher Lucien Bouchard un peu, puis on va revenir à PKP. Moi, je viens de la région de Québec, Martin, puis j'y vais régulièrement, puis je fais mon pointage régulièrement là-bas. Puis PKP, oui, peut-être ici dans la région de Montréal, puis les nationalistes comme nous autres, on l'aime bien, mais le nationalisme dans la région de Québec a tellement été détruit que PKP ne changerait rien dans le reste du Québec. Le 450 puis le 514, là, d'accord, ça peut changer, francophone, ça peut changer de quoi, mais dans le reste du Québec, le PKP, il y a des gens qui mènent l'opinion publique ailleurs que PKP fait pas le poids. Puis moi je pense que le mouvement souverainiste, si vous pensez que vous allez changer les personnages, changer Martine Ouellette, changer Jean-François Lisée, si vous pensez que c'est une question de personnage actuellement qui est le problème dans le mouvement souverainiste, ben vous avez je sais pas comment vous analysez ça, mais j'ai dit, puis ça fait plusieurs fois je le répète, tant qu'on va écouter TVA puis Radio-Canada en masse comme on le fait au Québec, on va être prisonnier. Celui qui contrôle l'information, c'est celui qui dirige le peuple. Puis notre information, on la prend en grande majorité encore à TVA, puis à Radio-Canada, puis Canal V. Là. Oui, parce qu'on n'est pas habitué d'avoir des sources alternatives, surtout. On n'est pas habitué d'avoir des médias alternatifs. Je connais pas grand monde qui lise notre journal. L'autre journal, moi je le lis dans le journal syndical, mais c'est un journal syndical indépendantiste qui s'adresse, qui fait beaucoup de politique en fait exactement. On n'a pas cette habitude-là d'écouter les radios communautaires. Il n'y a pas juste Radio Infocité comme radio, disons, alternative. Il y en a d'autres médias alternatifs. Moi, pour ceux qui ne me savent pas, Radio Infocité, là, j'ai été 5 ans à CHAA. Ça, c'est la radio communautaire de Longueuil. Alors, j'écoute la radio communautaire quand je peux. Là, j'écoute plus la radio de Longueuil parce que ça donne de même, mais je veux dire, les radios alternatives, je vais écouter ça avant d'écouter 98.5. En passant, j'aime bien 98.5, mais les sources, quand je cherche de quoi, je préfère les sources alternatives pour avoir la bonne information, parce qu'on se fait manipuler à tour de bras. Puis oui, il y aurait une émission à faire pour bâcher sur TVA, sur Radio-Canada. Puis ça, il y a d'autres personnes qui ont déjà abordé ce sujet-là, on le sait, mais il faut que se développent les médias alternatifs. Et ce qui me réconforte, c'est qu'on sait que les codes d'écoute des médias de masse baissent de 1% à chaque année. Et eux capotent.
Pourquoi? Parce qu'il y a une segmentation de l'auditoire. Ça veut dire, segmentation, ça veut dire que le poste généraliste, comme avant, dans le temps, là, il y avait 2-3 postes. Tu avais TVA, tu avais Radio-Canada. TVA, c'était Télémétropole, puis Radio-Canada, comment on l'appelait, Radio-Canada? On l'appelait le 2. À mon temps, moi, c'était le 2. Oui, puis tu avais le U, là, quand tu avais des télévisions à roulettes. Toi, as-tu connu ça, Martin? Tu mettais ça sur le U, là, puis là, tu pognais Radio-Québec, Télé-Québec. Ouais. Télé-Québec, en plus. Bon. Fait que avant, c'était les seuls postes qu'on connaît. Sinon, t'écoutais la télé en anglais, CFCF, c'est ça de même. Il n'y a pas d'autre chose, ça n'existait pas. Puis plus le temps avance, plus il y a une segmentation. Les gens s'en vont vers des postes spécialisés. Il y en a de plus en plus. Puis maintenant, tu peux avoir des petites bébelles comme moi j'ai. Moi, j'ai une Android Box. Android Box, c'est merveilleux. Ça coûte 100$, là. Puis tu peux écouter la télé par Internet. Mais tous les postes du monde sont dans ma petite boîte qui est là. Fait que quand il est arrivé les attentats du Bataclan, je me suis mis sur les postes de télé française. Puis j'ai écouté en direct l'action qui se passait en France. J'ai fait ça à tous les fois qu'il y a des attentats, finalement. Mais non, mais quand il y a des actions, la possibilité de pouvoir diversifier ces chaînes, non pas se fier sur les mêmes sources ici, ça nous apprend un point de vue différent. Ok, je baragouine un petit peu espagnol, pas parfait, mais la télévision d'Amérique latine, je me documente un peu. Ce qui se passe à Cuba, ça m'intéresse. Oui, je suis un gauchiste, que c'est sûr que Cuba m'intéresse. Les mauvaises langues vont me dire ça, je le sais. Mais bref, non, mais pas juste ça. Historiquement parlant, il se passe des choses dans le monde, il faut s'y intéresser. Puis même si tu comprends pas la langue, tu es capable quand même de comprendre... tu vois qu'est-ce qui se passe, tu vois qu'il y a du monde qui saigne, tu le vois quand il y a du monde qui sont heureux. Tu peux deviner puis comprendre que, non, ici, il y a des médias écrits alternatifs. Sur Facebook, il y a le Russian Today que je regarde de temps en temps, qui est un média alternatif en anglais qui part de Russie, mais qui nous donne un autre point de vue que qu'est-ce que le CNN nous dit ici. Mais c'est bon, des fois, tu apprends des informations complémentaires ou différentes, un autre point de vue. Quand je regarde de temps en temps les télévisions, en tout cas, bref, il faut diversifier ses sources d'informations. Radio Infocité fait sa part. On peut pas tout faire parce qu'on n'a pas de moyens, on n'a pas de budget, mais il faut développer. Moi, je dirais, les gens qui me trouvent pas bon, là, on va leur dire ça. Allez-y, là, je vous donne le micro, allez-y. Faites votre part. Montrez que vous êtes capable d'être mieux que moi. Il faut que ça se développe. Et là-dessus, je veux dire, exemple, vous pensez que vous pouvez faire mieux, allons-y, on va vous encourager, on va être solidaires, on va travailler ensemble, il n'y a pas de problème, il faut que ça se développe. Il faut qu'il y ait une multitude. C'est comme ça qu'on va faire un contrepoids aux médias de masse. Maintenant, ça va finir par avoir de l'importance. Aux États-Unis, il y a des gros médias indépendants qu'on n'a pas ici. Mais ils se sont développés comment? Parce que les gens ont commencé à devenir méfiants par rapport aux médias de masse à force de se faire mentir. Alors oui, on se fait mentir. Donc, Martin, c'est ça, c'est les médias de masse. Tant qu'on ne changera pas nos habitudes d'information, notre cerveau, nos opinions sont composées de ce qu'on écoute autour de nous. Donc, si tu suis TVA en ce moment, Bachar al-Assad a bombardé avec des produits chimiques sa population il y a un mois, puis il y a environ 1 an. Eux autres, TVA puis Radio-Canada, ils n'ont pas remis en question cette nouvelle-là. Vladimir Poutine, c'est un dictateur. C'est très binaire dans les médias. Ah oui. Faut qu'ils fassent un raccourci tout. Puis c'est dommage parce qu'en réalité, là, tu te rends compte que oui, peut-être Poutine est un dictateur dans sa manière de se faire élire, mais peut-être qu'il y a autre chose qui fait que Poutine est populaire aussi. Ça se peut-tu que les Russes, dans leur portrait psychologique, aiment les hommes forts, admirent les hommes forts, veulent un homme fort, chose qu'on n'a pas ici. Martin, pour redresser l'Union soviétique, puis après ça qui est devenu la Russie, ça prenait-tu un Philippe Couillard corrompu qui allait... Non, Vladimir Poutine, là, pour aller remettre à l'ordre les oligarques qui étaient en train de s'arracher la Russie, ça a pris un gars quand même qui avait une poigne de fer, ça prend pas un terre. Puis Vladimir Poutine, il vient de où? Il vient du service secret, le KGB. Donc ça, c'est ma deuxième chose que je vais te dire aussi. Le contrôle de l'information, c'est pas juste ce que les gens vont consommer comme information, c'est aussi de monter une équipe. Le prochain politicien qui va vouloir se montrer sérieux, là, moi, je ne referai jamais de politique, Martin, tant que j'aurai pas un grand chum avocat, un gars qui va s'occuper des finances, un gars très bon en informatique,
puis un gars qui a un passé historique, puis qui va bien me... Donc, pour faire de la politique, faut être bien organisé, puis il faut avoir de l'information. Excuse. Faut avoir... Oui, je vais prendre une petite gorgée de bière. Ça aide beaucoup à faire passer le... Faut avoir de l'information exclusive à laquelle on a le contrôle. Il faut avoir le contrôle de l'information. Il faut avoir de l'information privilégiée, puis le mettre au service du peuple pour de notre option. Ce que le Parti libéral fait, eux autres organisés depuis 258 ans, qui ont des groupes secrets, puis qui mettent des plans en branle, puis qu'en 95, une semaine avant le référendum, Tobin, puis Chrétien, puis toute cette gang-là se sont rencontrés, puis ils ont pris des mesures pour que ce soit la dernière fois qu'il y ait des problèmes avec le nationalisme québécois. Christos Syros nous l'a dit avant l'élection, avant le référendum de 95, si vous écoutez pas, on va vous noyer dans l'immigration. On connaît notre histoire, ou en tout cas, très peu connaissent leur histoire, mais l'épisode qu'on a de l'immigration en ce moment, qui change la population du Québec, on l'a vécu dans le reste du Canada depuis 258 ans. C'est très bon ce que tu dis. Donc, le prof d'histoire parle, n'oubliez pas, il a enseigné l'histoire. Je sais juste ce que je sais pas. Martin. Mais effectivement, j'ai peut-être un petit peu plus de références que la moyenne, mais pour le reste, moi, je vais te dire Nantel, puis depuis que je vous connais, Martin, comment je pourrais vous dire, c'est pour moi, vous me faites fréquenter des gens que j'ai jamais connus, puis je vais en connaître, je pense, encore plus, puis c'est comme ça que ça se monte des réseaux, Martin, hein? Non, mais on parle très sérieusement, puis effectivement, je crois définitivement qu'il faut les échanges, le fait que des gens qui se parlent, je te le disais tantôt, là, faire parler des gens qui normalement ne se parleraient pas, c'est enrichissant. Même si on n'est pas l'essentiel du point de vue, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de débattre, t'exposes ton point de vue, j'expose mon point de vue, dans le respect, même si on n'est pas pareil, c'est pas grave, on s'en fout ce que tu peux m'apporter, même si je suis pas d'accord. Ça peut modifier ma perception de ce que je crois qu'est la vérité. Parce que la vérité dépend d'une personne à l'autre, dépend d'un paquet de facteurs. C'est quoi la vérité? Fait que, les rencontres que tu fais, puis tu sais, ça peut t'apporter quelque chose quand tu sais faire les bonnes rencontres, puis savoir comment faire fructifier ces rencontres-là. C'est pas tout de rencontrer quelqu'un, mais je veux dire, comment tu peux le mettre en pratique. Alors, puis il y en a d'autres rencontres qu'on fait. On fait des rencontres tout le temps, mais on ne réalise pas les opportunités. Toi, tu es un homme d'affaires. Tu sais très bien que derrière chaque client, enfin, tu as déjà été à ton compte. Là, oui. Tu es un plein de support. Oui, je suis encore un peu en affaires. Là. Oui. Bon, un peu en affaires. Bon. Fait que tu sais très bien que quand il y a un client qui rentre, tu ne sais pas s'il va dépenser 5$ dans ton commerce ou 5000$. Tu le sais pas. Puis tu ne sais pas si lui ne peut pas t'envoyer des clients. C'est la même affaire avec les réseaux d'individus. Nous autres, on s'échange d'informations, mais je ne sais pas, moi, peut-être que tu connais quelqu'un qui va peut-être m'apprendre quelque chose que je ne sais pas. On finit par partager. Tu me disais tantôt que tu parlais à Alexis, comment Cossette? Alexis Cossette-Trudel, oui. J'ai très hâte de rencontrer. Je lis de temps en temps qu'est-ce qu'il écrit, puis j'ai très hâte de le rencontrer. D'ailleurs, si jamais tu nous écoutes, ce qui me surprendrait, mais Alexis Cossette-Trudel, ça me ferait un grand plaisir de te recevoir ici, à Tout le monde me parle. Puis, on ne sait jamais jusqu'à où que ça peut aller, ce genre de rencontres-là. Puis, juste en passant, je vais faire une parenthèse rapide. Le temps file vite, il reste 12 minutes. Il y a un sujet que j'ai goût de parler qui est important pour moi. Qu'est-ce qu'a vécu Catherine Fournier aujourd'hui à l'Assemblée nationale? Vous allez comprendre pourquoi je vais en parler de ça. D'abord, je fais une petite mise au point. Catherine Fournier puis moi, là, c'est pas ma politicienne favorite. Par contre, j'admire le fait qu'elle est jeune puis qu'elle veuille faire de la politique. Et ça, elle a mon respect. Parce que les jeunes doivent investir dans la politique. Je respecte ça. Je trouve pas que c'est une fille écœuramment cute, mais on s'en sac. Ce qui compte, c'est est-ce qu'elle a du contenu, est-ce qu'elle est capable de le véhiculer, puis est-ce qu'elle tient son bout. Puis qu'est-ce qui s'est passé, là? C'est qu'un certain Philippe Couillard a voulu lui faire la morale avec un ton paternaliste pour lui dire de se mêler de ses affaires, pour m'en parler en disant « Toi, ma petite fille, là, on va t'apprendre c'est quoi faire de la politique parce que t'es trop jeune. » Il a adopté un ton condescendant qu'il n'aurait probablement pas adopté si quelqu'un était un peu plus vieux. Pourquoi? Il a essayé de l'intimider subtilement. Et ça, là, on est dans un contexte où on veut que les jeunes investissent la politique. Décourage-les pas. Laisse-les aller. Tu sais, ça m'a fait penser à
Charest, qu'est-ce qu'il a fait à Mané? Jean Charest avec Elsie Lefebvre. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, Mané, mais Elsie Lefebvre, une jeune députée du Parti québécois, elle a perdu ses élections, elle est partie, bon, c'est beau. Mais Elsie Lefebvre, Mané, avait interrogé les activités de la femme du premier ministre de l'époque, c'est-à-dire Jean Charest, celle qu'on surnommait Michou. Ben, il se demandait, elle posait des questions sur ses activités dans les entreprises dans lesquelles elle fait beaucoup de bénévolat, là, puis ça avait une influence sur le gouvernement parce qu'il y avait des liens bizarres. Puis Michaud, quand d'abord il s'est choqué fort devant les micros, puis quand les micros étaient fermés, il a dit des paroles qu'il a regrettées ensuite, mais qui ont été très bien entendues. Il l'a traité de ma crise de chienne. C'est comme, merde, c'est un premier ministre qui dit ça, là. Il dit ça, il s'est excusé, évidemment, là. Mais il l'a traité de crise de chienne. Parce que c'est une femme, parce que c'est une jeune. Il a invoqué l'émotivité. Hey, on touche pas à ma femme. Excuse, mais tu couches quand même avec quelqu'un qui est peut-être en conflit d'intérêts. Il a adopté ce ton paternaliste qui peut avoir une influence sur des jeunes qui veuillent faire de la politique, en l'occurrence des femmes. Dieu sait que des femmes en politique sont pas nombreuses, des jeunes. Laissons-les aller, ils peuvent faire des erreurs, c'est correct, ça va. Alors, c'est ça que j'en viens à penser que... Là, je fais mon dernier point là-dessus, là, je te laisse parler après, Carl. Non, vas-y. Dans une époque extrêmement macho à l'égard des femmes en politique. Puis, je trouve ça très dommage. Martine Ouellette en est un exemple, elle est victime de ce machisme-là. C'est mon point de vue. Mais si Martine Ouellette aurait été un homme, elle n'aurait pas connu le flot de marde qui lui est tombé dans la face dans les derniers mois. Notamment de la part d'un certain Gilles Duceppe, entre autres, mais d'un paquet d'autres personnes. Puis c'est bizarre parce que tous ceux qui ont vomi dessus sont tous des hommes. Il n'y a pas de femmes. Oh oui, c'est vrai, il y a Monique Posé qui fait partie des démissionnaires, mais l'a-t-on entendu sur la place publique vomir sur son ancienne chef? Non. Elle a simplement s'est rangée du camp de ceux qui ne sont pas d'accord avec elle, mais c'est tout. Donc, ça se peut-tu que la politique québécoise, bien qu'on se dit évoluer, on soit encore profondément macho? Ça se peut-tu qu'on ait encore des relais? Une femme en situation de pouvoir ou en situation de... Une élue, ça fait peur. Je comprends pas, c'est tout. Moi, j'aimerais t'entendre là-dessus. Moi, j'avais intervenu dans une ligne ouverte avec Gilles Proulx dans le temps qui parlait contre Pauline Marois. Puis à Québec, le poil me venait raide sur le corps à toutes les fois que j'entendais un journaliste à Québec dire de Mme Marois, il l'appelait la Marois. Puis je trouvais qu'on manquait de respect beaucoup envers cette femme-là. Puis j'étais pas un grand partisan de Pauline Marois, mais j'aimais pas le traitement qu'on faisait d'elle. Puis effectivement, je me disais, si c'était un homme, on a-tu déjà appelé Charest le Charest, le Bouchard? Mais là, moi ça, j'aimais pas de la façon qu'on parlait de la première ministre. Puis on l'a déjà surnommé Mme Blancheville en passant. Ouais. Ménage Blancheville faisant référence à son mari. En passant. Ah oui? Ouais. OK. Écoute, ça, comme politicien, là, tu dois apprendre à vivre avec ça, là, les surnoms, puis c'est ça, les surnoms, c'est inventé souvent par tes ennemis, là, donc tu dois pas trop tenir compte de ça, ouais, de te formaliser là-dessus. Puis... Écoute, j'ai pas beaucoup d'opinions là-dessus concernant les femmes et la politique. Je me dis, les femmes, celles qu'on a eues à date, là, il y a eu Madame Marois, puis on a eu Martine Ouellette. Après ça, y en a-tu d'autres chefs de parti? Là, on va avoir Madame Massé. Qui va être la chef. On a eu Françoise David. Québec solidaire n'a pas vraiment de chef. Il y a des cas pour parole, mais quand même une personne en situation d'autorité ou de visibilité, pour prendre les vrais termes, on n'a pas eu des tonnes. Ouais, mais regarde, elle, justement, Françoise David, as-tu été ménagée, elle, par les médias? Puis ils l'ont toujours cajolée, puis pourtant c'est une femme. Puis pourtant, à toutes les fois qu'elle faisait une apparition aux nouvelles, nos amis journalistes fédéralistes, ils la trouvaient donc intelligente. À l'époque, Québec solidaire avait 4%, fait qu'ils ont comme donné un petit swing pour l'aider peut-être à monter. Ouais. Je serais curieux de voir le traitement à Manon Massé en ce moment, mais je fais ce parallèle, là, Elisabeth May au NPD, elle a mangé un claque. Comment qu'elle s'appelait déjà l'autre, l'ancienne chef du Parti conservateur qui était là après Mulroney? Kim Campbell. Kim Campbell. Ils te l'ont pas manqué. Elle non plus, il a goûté au fameux machisme.
Excuse, mais non, on vit dans une société profondément machiste. Oh, oui, mais là, le Parti conservateur s'en allait perdre. Il y avait pas juste Kim Campbell puis la femme, là. Il y avait l'usure du Parti conservateur. On y a peut-être fait porter l'odieux de la défaite, là, mais je pense que les scandales de Mulroney, là, les tons avariés, puis tout ça, tu te rappelleras. Pesé dans sa balance quand même. Oui, puis pour revenir à Pauline Marois, effectivement, Pauline Marois, comme chef de parti, tabarnouche, elle devait être une femme forte. Mais il y a eu des ministres qui ont eu des problèmes aussi. Louise Arel. Louise Arel, moi, c'est une femme que j'admire profondément. C'est un tank. Cette femme-là est inattaquable. Elle s'est fait une carapace de 6 pouces d'épais. J'en reviens pas. Mais cette femme-là aussi a trimé dur. On se rappelle que quand elle était au premier gouvernement Lévesque, René Lévesque, il a toujours eu un rapport avec les femmes qui était particulier. Hein? Il aime les femmes. C'est normal. Il les traite avec respect. C'est un homme, mais ça reste un être humain aussi. Fait que forcément, quand une femme s'habille de manière un peu trop, on peut-tu dire ça, libre, on peut dire, hey, il faisait dire, hey, tu fais des distractions aux hommes, là. Va mettre une jupe plus longue, là, parce que tu fais des distractions aux hommes. Il disait ça, René Lévesque. Lui, il voulait qu'on se concentre sur sa job, point final. Représenter le peuple, point final. Éviter des distractions. Fait que les femmes un peu trop féminines, il y avait tendance à leur dire, c'est pas le temps, c'est pas la place. Hey, parce qu'il y en a eu des belles femmes. Là. Mais pour revenir au cas de Catherine, j'ai pas vu comme telle la réponse je n'ai juste entendu parler, mais ça me surprend pas du ton de M. Couillard. Écoute, il a dit des affaires pires que ça. Moi, à l'autre campagne électorale, quand il a été dire à un travailleur d'une chaîne dans une shop, il a dit faut que tu apprennes l'anglais absolument, parce que si le boss de la multinationale vient te voir, il va falloir que tu y répondes en anglais pour lui expliquer qu'est-ce que tu fais. Ça, déjà, dans les années 70, une formulation de même, tu pouvais pas voir ça, ça aurait créé une émeute. Puis aujourd'hui, on endure 6 fois pire que ça, puis on réagit plus, on n'est plus... Quand je te dis, il va falloir commencer à recréer des malaises. En psychologie, j'ai un petit peu de pédagogie aussi à l'université, puis il est expliqué qu'il n'y aura pas de changement tant qu'il n'y a pas de malaise. Tant qu'un étudiant ne sent pas de malaise, puis qu'il t'insulte en classe, puis tu expliques pas les vraies choses, puis c'est quoi la morale, puis c'est quoi l'ordre des choses, il va continuer à rire de toi. Comme prof, si tu veux le remettre à sa place, tu dois y créer un malaise. Fait que puis c'est la même chose dans la population. Si on crée pas de malaise, puis on se plie tout de suite à l'anglais partout au Québec, c'est ça qu'on veut faire à Québec, là. Il y a beaucoup d'articles de journaux qui sortent de temps en temps pour continuer à préparer les pensées, que Québec est pas assez en anglais, que c'est pour ça que des fois il y a des touristes qui ne choisissent pas la ville de Québec. Hey, c'est tout à fait le contraire. Mais il y a des journalistes qui participent à l'idée. C'est Josée Turmel, l'ancienne duchesse du Carnaval, qui avait commencé ça à Québec avec les écoles Vision, où il fallait être bilingue pour être intelligent à Québec. Il nous traite un peu comme des infirmes, les unilingues francophones. C'est ça qu'on voit. C'est ça il manque de fierté, puis il faut la redonner. Ça se redonne de la fierté. Ça, j'ai hautement confiance. Puis l'autre chose, la vague migratoire, moi, qu'est-ce qui me rassure? C'est qu'un gars qui arrive du Maroc ou qui arrive d'Haïti, dans le moins 30 sites au Québec, il risque de se retourner. Puis s'il apprend l'anglais, puis nous autres, on tient bien le français ici au Québec, ben ce gars-là va s'en aller vivre à Toronto, ou il va retourner à New York, ou il va aller à Chicago. Donc, ceux qui s'adaptent pas ici, ils vont quitter. Donc, moi, je me dis, restons français, restons fiers, puis on semble être enracinés dans ce territoire-là d'Amérique du Nord-Est. Moi, il y a le fleur de lys qui est mon signe, mais je pense aussi ce qui me représente bien, c'est le pissenlit. On a essayé de l'empoisonner, on l'arrache à tous les années, puis il repousse tout le temps, puis il nous refait tout le temps des belles fleurs. Puis on peut même en manger les racines, puis on peut en manger les feuilles. Donc, moi, je vais te dire, le Québécois aussi peut être très représenté par le pissenlit, parce que je pense qu'ils réussiront pas à nous arracher. Je pense qu'on va toffer. Puis il n'y a pas personne qui veut venir vivre dans cet hiver-là, à part les Québécois. Fait que moi, je suis très content du printemps qu'on a eu. Puis j'espère qu'il va y avoir une petite bordée de neige. J'aimerais avoir une petite bordée.
Moi, j'étais un gars qui aime l'hiver. T'aimes l'hiver? Oui, puis c'est pour ça qu'on est québécois. Nos poètes nous l'ont tous dit. C'est ceux qui ont appris à vivre avec l'hiver, appris à danser, à giguer l'hiver dans leur petit camp en bois rond pendant 3 mois, isolés complètement du monde entier, où on a appris des chansons ensemble, puis tout. C'est pour ça aussi, c'est peut-être ça qui revient dans mon subconscient. J'avais un père qui aimait beaucoup danser au jour de l'an. Les Québécois, c'est le jour de l'an, les rigodons. Ça, pour moi, c'est le Québec. Puis ça, ils peuvent pas nous l'enlever. Ils auront beau nous en envoyer 100 millions. Je vais crever québécois, puis ça, ils me l'enlèveront pas. Le problème, c'est si tes enfants ont pas ce que j'appelle le bruit des origines, là, ils l'ont. En faisant référence à une toune de Okoumé, là, que j'aime bien gros, là. Si t'as pas le bruit des origines, si t'as pas l'appel des origines, à quelque part, comme maintenant, tes origines te rappellent que, hey, dans le temps, c'était de même, puis nos traditions un peu, ou juste qu'est-ce qu'on est, notre identité. Oublie ça, c'est foutu ici. Ces gens-là s'en calissent de tout, comme c'est le cas en ce moment. Là. C'est pour ça que c'est important, la transmission. Depuis que je suis père de famille, moi, j'ai appris la transmission, c'est important avec mes filles. D'accord, on s'entend, je les politise pas, j'essaie pas de faire la politique avec eux autres, mais veux pas, on fait pareil. Et j'essaie de leur faire comprendre que même s'ils sont métissés, j'ai 2 enfants métissés, alors bon, forcément, c'est compliqué, ils ont 2 cultures entre deux autres, leur culture d'ailleurs puis la culture d'ici. Je veux dire, reste quand même que je leur dis, hey, oublie pas, là, t'es québécoise d'abord avant tout, puis ensuite t'es mexicaine. Non, mais c'est vrai. Ouais. Ma petite puce Andrea, là, elle comprend ça. Mais sa plus vieille, elle me parle avec son accent des fois, puis je dis non, wow, excuse, papa, fais attention à ce détail-là. Tu vas me parler un très bon français en premier, puis après, tu vas parler espagnol, papa, ça ne dérange pas, pas en tout, tu sais. Mais là, elle apprend des conneries à l'école. Ouais, mais papa, si tu veux que je parle un très bon français, puis pas trop ma langue à moi, c'est parce que t'es raciste. Ça n'a pas rapport. Tu vis où, esti, en Australie? Tu vis au Québec, tu parles en français, c'est la langue de la majorité. That's all. Tu veux faire comprendre dans un paquet de monde, il faut que tu parles un français avec nos couleurs jouales. Parce que ma plus vieille se met à parler un français international. Je sais pas si c'est pour me faire chier. J'aurais rien contre, c'est ce qu'ils apprennent à l'école, à la limite, mais je lui dis, sors-moi ton accent québécois. C'est important, cet accent québécois-là, c'est pas inutile. Hey, j'ai connu une Française, j'avais employé un Français puis une Française qui était venue ici, puis elle avait eu un enfant ici. Puis une de ses grosses craintes, c'est son enfant ait l'accent québécois. Elle faisait, cette Française-là, j'étais resté surpris. Moi, j'adore les accents. Quand je vais en Beauce, j'aime ça qu'un Beauceron me parle en Beauceron. Quand je vais au Lac-Saint-Jean, j'aime ça qu'un Bleuet me parle en Bleuet. C'est des couleurs locales. C'est des couleurs. Ça veut pas dire mal parler, ça. Ah, puis l'autre chose, mon poète, là, que je fais un studio en ce moment, puis qui compose la chanson, il m'avait dit, on peut-tu chanter Carl en joual? Il m'a posé la question il y a à peu près un mois. J'y ai fait écouter du Jacques Brel. Il dit, il chante en joual, lui. Ben, dans le sens qu'il y a des expressions aussi, hein. Les Belges, ils ont leurs expressions, eux autres aussi. Qui nous ressemblent terriblement, en plus. Oui, puis il a découvert, il y a un mois, qu'il va pouvoir composer. Donc, ça libère aussi une poésie, ça. Le français, souvent, on nous l'a appris en nous réprimandant, en nous mettant ça en ligne rouge sur une copie. Moi, mes cours de français, là, c'était une torture. Je me rappelle de mon prof de secondaire 4 là, qui nous faisait lire. C'était d'une platitude. Donc, le français, là, on va l'aimer autrement. Puis moi, ce qui m'a fait aimer le français, c'est la musique. Puis c'est les cours d'histoire que Raymond Lévesque m'a donné dans ses 50 chansons que j'ai déjà achetées dans un... Donc, c'est ça. Hey, on a débordé. Il est actuellement 11h03. Je vais faire une petite pause. Je pense qu'on a pratiquement terminé l'émission. Vous étiez au journal du soir. Je vais faire donner une parenthèse quand même parce que je ne serai pas là demain. Que voulez-vous? En tant que bon militant du Bloc québécois, on va préparer la grosse chicane le dimanche. Fait que je ne serai pas là demain. C'est Jean-Marc Drolet qui prend les ondes en remplaçant toujours le François Saint-Louis. Je vais faire quelques petites annonces. Je te laisse le mot de la fin. On termine le show. Vendredi, à l'émission Tout le monde me parle, où l'étudie, je reçois José Guibard. Vous savez c'est qui José Guibard? Oui, il a fait des vidéos, puis oui, il a dit beaucoup de choses. Ben, moi aussi, je suis capable de dire beaucoup de choses aussi, mais surtout, je vais faire un débat tranquille avec elle. Non, c'est là tranquille. Un débat animé avec José Guibard pour juste essayer de comprendre le personnage, puis la confronter
gentiment, évidemment, humoristiquement, dans ses contradictions. Pas méchamment. On s'entend toujours dire, c'est un personnage assez construit. On va la comprendre, on va l'aimer. Puis surtout, on va dialoguer avec elle pour essayer de comprendre sa logique. Alors, juste ça, on va rire avec elle, ils vont peut-être prendre un petit coup aussi, pas méchamment. Alors, c'est ça qui s'en vient vendredi prochain. À tout le monde là, j'ai très hâte, écoute, je suis excité, écoute, moi, c'est quand je la vois faire des vidéos, je me peux plus, hein. Puis, c'est ça, la semaine prochaine, on discute de faire un débat avec un certain Farid Salem et Marie-Hélène Boucher. C'est en cours de gestation. On veut faire un débat sur... on va en savoir un petit peu plus sur l'islam version Farid Salem. Farid Salem est le président de l'association Algérie-Québec. Alors lui, c'est un militant indépendantiste, puis il va essayer de nous faire comprendre les rapports, les liens. Ça va être intéressant. On va gratter un peu, puis on va scruter un peu. Puis ça ne sera pas nécessairement des échanges gentils. On se le dit tout de suite, là, on va aller creux avec Farid. On va lâcher l'humour. Puis après, on va festoyer si on a réussi à bien s'entendre, ou on va s'entretuer. C'est soit l'un, soit l'autre. Je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, si tu me le permets, je t'avais demandé une petite demande spéciale. Est-ce que tu peux me l'accorder? Laquelle? Tu tournes? Alors, tu vas faire Trilatéral sur YouTube. Trilatéral, si ça existe déjà, on va faire des cours. Ah oui, absolument. Trilatéral Parano. Fais ça. Trilatéral Parano. Alors, c'est la chanson là d'un petit gars qui tombe dans la... il y en a plusieurs, des parano-schizophrènes. Et je vous invite à écouter comme il faut, en conclusion, les paroles. Moi, je travaille de temps en temps avec des jeunes, puis des fois, il y a des jeunes qui ont des problèmes. Alors, écoutez ces paroles. À travers sa poésie, il montre une réalité qui est bouleversante, mais en même temps, la chanson est très belle. Alors merci, Martin. On va terminer l'émission avec Trilatéral. Ça joue à Radio Infocité. Bonne soirée tout le monde. Merci pour tout de m'avoir entouré. Vous avez des commentaires, vous avez des suggestions. N'hésitez pas, vous pouvez nous rejoindre studio@radioinfocité.com. Alors on termine l'émission. Bonne soirée tout le monde. Écoute ça. We got a problem. Parano, ouais, je suis parano. 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 Au jour le jour, je vois ces gens bizarres. Pour moi, la confiance est seulement qu'une histoire. On doit se méfier de ce qu'on aperçoit. On m'a dit la vie ne faisait pas le moine. Alors je dors que sur une oreille. C'est pour ça je n'ai pas de sommeil. C'est pour ça je n'aime pas le soleil. C'est pour ça je baille au corneille. Ma solitude est venue de la parano. Sois pas surpris quand je te dis pas allô. Les gens le savent, je terre dans mon labo. Et si j'en sors, c'est que pour de la dos. J'ai plus d'amis, pour moi c'est inutile. Je pourrais m'exiler sur une île. Ou bien peut-être que je suis futile. Mais si c'est le cas, alors je suis chill. Je suis parano. Ouais, je suis parano. Je regarde là-haut, j'ai peur des oiseaux. J'ai l'impression qu'on m'espionne. Je réponds pas quand mon sel sonne. En plusieurs se questionnent. Sans croire pourquoi j'aime personne. Parano, ouais, je suis parano. 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 Schizophrène que de la scrap qu'on mastique. Même les paroles de bouche de gens qui m'entourent collent pas comme du fake mastic. Un cauchemar comme dans les mauvais films, croyant être le rôle principal.
Mais dans le fond, c'est la voix dans ma tête qui lui aspire. Finir en tête, parano sans limite. Je connais pas mes limites, bourré de petites pilules, vraiment débile. Peur de la garde malade, paré à la guerre dans ta tête. Chevalier côte de main, mais reste caché en refusant un sort de courte paille. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi non? J'entends des voix qui résonnent en dedans de moi. Prendront-ils le contrôle de moi? Déjà qu'ils ont pris la confiance que j'avais quand je sortais à chaque jour de chez moi. Mon style est complexe, convexe, jamais concave. Même si ma vie se résume sous-sol, derrière fenêtre en barricade. Œil de faucon sur mouvement tout terrain comme arpenteur. Les yeux dans les stars comme un chien qui attend son maître pendant des heures. Voyant trap shot que tout bruit dans l'appart est l'heure. Blizzard en tête, bizarre de vie quand ta pire peur c'est le bonhomme 7 heures. Parano, ouais j'suis parano. Parano, ouais j'suis parano. Parano, ouais j'suis parano. Parano, ouais j'suis parano. C'était le journal du soir sur radioinfocité.com avec François Saint-Louis. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire info@radioinfocité.com. Très OP, trilatéral c'est très OP. Très OP, appelle-toi tout pour bien sauver. Le rap. Très OP, trilatéral c'est très OP.